Le vice-président J.D. Vance prononce un discours lors du sommet sur le dynamisme américain ce 18 mars 2025. Bonjour à tous. Comment allons-nous? C'est un plaisir d'être ici. Je tiens à remercier tout le monde de m'avoir invité aujourd'hui, en particulier Ben et Marc. Je viens de saluer Ben et Catherine dans les coulisses, mais j'ai appris que Marc a actuellement la grippe. Alors, Marc, où que tu sois, je crois que j'ai eu la même grippe il y a quelques semaines. C'est vraiment désagréable, mais je suis sûr que tu t'en remettras. C'est un honneur d'être parmi vous tous, et c'est un plaisir de discuter de l'importance du dynamisme américain et de ce que notre administration va faire pour soutenir bon nombre des entreprises les plus innovantes et captivantes du pays. Je sais que vous travaillez dur chaque jour, et je pense que c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, que depuis quelques mois, vous avez une administration qui travaille avec vous et facilite vos efforts, au lieu de rendre l'innovation plus difficile, ce que je crois que la précédente administration a fait. Bien que, pour défendre Joe Biden, il était endormi la plupart du temps. Je ne pense pas qu'il ait vraiment réalisé ce qu'il faisait, mais cela n'a certainement pas rendu les choses plus faciles. Son administration n'a pas été favorable à nos innovateurs. Maintenant, comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu, et j'en ai parlé avec Ben dans les coulisses, j'ai pris la parole lors d'une conférence à Paris le mois dernier, où mon message à un groupe de PDG et de dirigeants étrangers était que nous devrions embrasser l'avenir de front. Nous ne devrions pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Et en particulier pour ceux d'entre nous qui avons la chance d'être américains, nous ne devrions pas craindre les nouvelles technologies productives. En fait, nous devrions chercher à les dominer. Et c'est précisément ce que cette administration souhaite accomplir. Je suppose que la plupart d'entre vous dans cette salle partagez cet état d'esprit. Et si ce n'est pas le cas, je ne sais pas pourquoi diable vous êtes à la conférence sur le dynamisme américain. Mais j'ai reçu quelques critiques de la part de personnes inquiètes des effets disruptifs de l'IA. Un journaliste a suggéré que mon discours mettait en lumière la tension entre, je cite, les techno-optimistes et la droite populiste de la coalition du président Trump. Aujourd'hui, je souhaite aborder ces tensions en tant que fier membre des deux camps. Et permettez-moi de le dire simplement. Bien que cette préoccupation soit bien intentionnée, je pense qu'elle repose sur une prémisse erronée. Cette idée que les partisans de la technologie et les populistes vont inévitablement s'affronter est fausse. Je pense que la réalité est que dans toute société dynamique, la technologie va progresser, bien sûr. Et en tant que catholique, je repense aux premières lignes de l'encyclique du pape Jean-Paul II, excusez-moi, l'encyclique astérisque Laborem Exercens astérisque. Je cite, « Par le travail, l'homme doit gagner son pain quotidien et contribuer à l'avancée continuelle de la science et de la technologie, et surtout à l'élévation incessante du niveau culturel et moral de la société dans laquelle il vit. » Fin de citation. Je cite le Saint-Père non seulement parce que je suis un de ses admirateurs, mais aussi parce qu'il avait parfaitement compris que dans une économie saine, la technologie devrait être quelque chose qui améliore plutôt que ne remplace la valeur du travail. Et je pense qu'il y a trop de crainte que l'IA ne fasse que remplacer des emplois, plutôt que d'augmenter tant de choses que nous faisons. Dans les années 1970, si l'on remonte un peu en arrière, beaucoup craignaient que le distributeur automatique de billets, ce que nous appelons le GAB, ne remplace les guichetiers de banque. En réalité, l'avènement du GAB a rendu les guichetiers plus productifs, et aujourd'hui, il y a plus de personnes travaillant dans le service clientèle dans le secteur financier qu'au moment de la création du GAB. Bien sûr, ils font des tâches légèrement différentes. Oui, ils font également des tâches plus intéressantes, et surtout, ils gagnent plus d'argent qu'ils n'en gagnaient dans les années 1970. Lorsque nous innovons, nous provoquons parfois des perturbations sur le marché du travail. Cela arrive. Mais l'histoire de l'innovation américaine montre que nous avons tendance à rendre les gens plus productifs et ensuite nous augmentons leur salaire dans le processus. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Après tout, qui pourrait prétendre que l'homme est devenu moins productif avec l'invention du transistor, du tour à métaux ou de la machine à vapeur? La véritable innovation nous rend plus productifs, mais elle valorise également nos travailleurs. Elle améliore notre niveau de vie. Elle renforce notre main-d'œuvre et la valeur relative de son travail. Et en tant qu'Américains, nous devrions tous être particulièrement fiers de notre héritage extraordinaire. Je pense que c'est un héritage américain d'inventer des choses et du statut de notre nation à ce jour en tant que premier moteur mondial de la recherche et du développement. Mais tout cela, le rôle que joue la technologie sur le marché du travail, et si nous accueillons les avancées innovantes avec enthousiasme ou avec appréhension, dépend en premier lieu de la finalité de notre système économique. Et je pense que c'est là que les populistes ont un point important. Il ne devrait pas être surprenant que lorsque nous délocalisons une grande partie de notre base industrielle vers d'autres pays, nous cessons de fabriquer des choses nouvelles et intéressantes ici même, chez nous.
Prenons par exemple la construction navale. Si l'on remonte à la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a construit des milliers de navires dits Liberty pour transporter des troupes, du fret et d'autres choses, à un rythme de 3 navires tous les 2 jours, 3 navires tous les 2 jours. Aujourd'hui, nous construisons environ 5 navires commerciaux par an aux États-Unis d'Amérique, et par conséquent, les États-Unis représentent aujourd'hui 0,1%, un dixième de 1%, de la construction navale mondiale. La Chine, quant à elle, construit désormais plus de navires commerciaux que le reste du monde réuni. En fait, l'une des entreprises d'État de Pékin a construit à elle seule plus de navires commerciaux l'année dernière que tout ce que l'Amérique a produit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que nous restons le leader en matière de technologie et d'innovation, je pense qu'il y a des signes inquiétants à l'horizon. Et je soulève tout cela pour poser la question. Cela ressemble-t-il à un régime? Je parle de la Chine, qui laissera passer l'opportunité d'utiliser l'IA ou toute autre technologie pour faire avancer ses propres intérêts et saper davantage les intérêts de ses rivaux. Je pense que la réponse est évidente, et c'est pourquoi l'Amérique doit être à la pointe de la technologie. Oui, il y a des préoccupations. Oui, il y a des risques. Mais nous devons aborder l'avenir de l'IA avec optimisme et espoir, car je pense que la véritable innovation technologique va renforcer notre pays. Ainsi, la désindustrialisation pose des risques à la fois pour notre sécurité nationale et notre main-d'œuvre. C'est important parce que cela affecte les deux. Et le résultat net est une dépossession pour beaucoup dans ce pays de toute participation au processus productif. Et lorsque nos usines disparaissent et que les emplois dans ces usines partent à l'étranger, les travailleurs américains sont confrontés non seulement à une insécurité financière, mais aussi à une profonde perte d'identité personnelle et communautaire. Et donc, pour revenir à cette tension, cette prétendue tension, entre les populistes et les techno-optimistes, je peux comprendre une réaction de scepticisme lorsque nous parlons du potentiel révolutionnaire des nouvelles inventions, de l'intelligence artificielle et de toutes les autres technologies incroyables sur lesquelles vous travaillez. Mais je pense que cette tension est un peu exagérée. Et donc je vais revenir à ce qui divise en quelque sorte certains des techno-optimistes et des populistes de notre côté. Je pense que les populistes, lorsqu'ils regardent l'avenir et le comparent à ce qui s'est passé dans le passé, voient pour beaucoup d'entre eux une aliénation des travailleurs par rapport à leurs emplois, à leur communauté, à leur sentiment de solidarité. Vous voyez l'aliénation des gens par rapport à leur sens du but. Et surtout, ils voient une classe dirigeante qui croit que l'aide sociale peut remplacer un emploi et qu'une application sur un téléphone peut remplacer un sens du but. Je me souviens d'un dîner en particulier dans la Silicon Valley, à l'époque où j'étais dans le secteur de la technologie, où ma femme et moi étions assis à discuter avec certains des dirigeants des grandes entreprises technologiques des États-Unis. C'était probablement en 2016 ou 2017. Et je parlais de ma véritable inquiétude que nous allions dans une direction où l'Amérique ne pourrait plus soutenir les familles de la classe moyenne travaillant pour des salaires de classe moyenne. Et surtout, que même si vous aviez suffisamment de dynamisme économique pour fournir la richesse nécessaire pour que ces gens puissent acheter une maison et se nourrir, etc., même si vous remplaciez l'aspect financier de leurs emplois, vous détruiriez quelque chose de digne et de porteur de sens dans le travail lui-même. Et je me souviens d'un des PDG de la tech qui était là, vous savez, un PDG dont vous connaîtriez le nom si je le mentionnais. Il était le PDG d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Il a dit, « Eh bien, je ne suis pas vraiment inquiet de la perte de sens lorsque les gens perdent leur emploi. » Et j'ai dit, « D'accord, mais qu'est-ce qui va remplacer ce sens du but, selon vous? » Et il a répondu, « Les jeux numériques entièrement immersifs. » Et là, ma femme m'a envoyé un texto sur la table en disant, « Il faut qu'on se tire d'ici. Ces gens sont complètement fous. » Bien sûr, je ne pense pas que les opinions de ce PDG soient représentatives de la plupart des gens dans cette salle. Mais quand je pense à beaucoup de travailleurs, je comprends qu'ils sont très inquiets pour l'avenir, car, franchement, leurs dirigeants ont échoué à les servir. Et puis, je réfléchis à cela du point de vue de nombreux techno-optimistes. Je pense que beaucoup de techno-optimistes voient trop de réglementation. Ils voient une innovation étouffée. Je veux dire, vous êtes des bâtisseurs. Ce sont des bâtisseurs. Et même s'ils peuvent compatir avec ceux qui ont perdu un emploi, ils sont bien plus frustrés que le gouvernement ne leur permette pas de créer les emplois de l'avenir. Et ils savent que, aussi difficile qu'il soit de créer une entreprise dans les médias numériques, c'est encore plus difficile d'en créer une dans la robotique, les sciences de la vie, l'énergie ou ce que nous appelons le monde des atomes. Ils voient un gouvernement qui rend leur vie plus difficile et ils doivent se méfier de quiconque se tourne vers ce gouvernement pour obtenir de l'aide. Et ce que je propose, c'est que chaque groupe, nos travailleurs, les populistes d'un côté, les techno-optimistes de l'autre, a été trahi par ce gouvernement. Pas seulement par le gouvernement de la dernière administration, mais par le gouvernement, d'une certaine manière, des 40 dernières années.
parce qu'il y avait deux présomptions que notre classe dirigeante avait concernant la mondialisation. La première était de supposer que nous pouvions séparer la fabrication des choses de leur conception. L'idée de la mondialisation était que les pays riches monteraient dans la chaîne de valeur, tandis que les pays pauvres fabriqueraient les choses plus simples. Vous ouvriez une boîte d'iPhone, et il était écrit « Conçu à Cupertino, en Californie ». Bien sûr, cela sous-entendait qu'il serait fabriqué à Shenzhen ou ailleurs. Et oui, certaines personnes pourraient perdre leur emploi dans la fabrication, mais elles pourraient apprendre à concevoir, ou pour utiliser une expression très populaire, apprendre à coder. Mais je pense que nous nous sommes trompés. Il s'avère que les régions qui fabriquent deviennent très douées pour la conception des choses. Il y a des effets de réseau, comme vous le comprenez bien. Les entreprises qui conçoivent des produits travaillent avec celles qui fabriquent. Elles partagent la propriété intellectuelle, les meilleures pratiques, et parfois même des employés clés. Nous avons supposé que d'autres nations resteraient toujours à la traîne dans la chaîne de valeur, mais il s'avère qu'en devenant meilleures dans le bas de la chaîne de valeur, elles ont aussi commencé à rattraper leur retard dans le haut de la chaîne. Nous avons été pris en tenaille. C'était la première présomption de la mondialisation. Je pense que la seconde est que la main-d'œuvre bon marché est fondamentalement une béquille, et une béquille qui inhibe l'innovation. Je pourrais même dire que c'est une drogue à laquelle trop d'entreprises américaines sont devenues accros. Si vous pouvez produire quelque chose à moindre coût, il est bien trop facile de se contenter de cela plutôt que d'innover. Que nous délocalisions des usines vers des économies à main-d'œuvre bon marché ou que nous importions de la main-d'œuvre bon marché via notre système d'immigration, la main-d'œuvre bon marché est devenue la drogue des économies occidentales. Et je dirais que si vous regardez presque tous les pays, du Canada au Royaume-Uni, qui ont importé de grandes quantités de main-d'œuvre bon marché, vous constaterez une stagnation de la productivité. Et je ne pense pas que ce soit une simple coïncidence. Je pense que le lien est très direct. Prenons l'exemple du débat sur le salaire minimum. Une augmentation du salaire minimum oblige les entreprises à automatiser. Ainsi, un salaire plus élevé chez McDonald's signifie plus de bornes interactives. Et quelles que soient vos opinions sur la pertinence du salaire minimum, je ne vais pas m'exprimer sur ce sujet ici. Le fait que les entreprises innovent en l'absence de main-d'œuvre bon marché est une bonne chose. Je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas préoccupés par l'obtention d'une main-d'œuvre de moins en moins chère. Vous vous inquiétez d'innover, de construire de nouvelles choses, de l'ancienne formulation selon laquelle la technologie consiste à faire plus avec moins. Vous essayez tous de faire plus avec moins, chaque jour. Et donc, je demanderai à mes amis, à la fois du côté des techno-optimistes et du côté des populistes, de ne pas voir l'échec de la logique de la mondialisation comme un échec de l'innovation. En effet, je dirais que l'appétit de la mondialisation pour la main-d'œuvre bon marché est un problème précisément parce qu'il a été néfaste pour l'innovation. Nos travailleurs, nos populistes et nos innovateurs réunis ici aujourd'hui ont le même ennemi. Et la solution, je crois, réside dans l'innovation américaine. Parce qu'à long terme, c'est la technologie qui augmente la valeur du travail. Des innovations comme le système américain et la révolution des pièces interchangeables qu'il a déclenchée, ou la chaîne de montage mobile de Ford qui a fait exploser la productivité de nos travailleurs. C'est ainsi que l'industrie américaine est devenue l'envie du monde. Et c'est de cela dont je veux vraiment parler aujourd'hui. Pourquoi l'innovation est la clé pour gagner la compétition mondiale de la fabrication, pour offrir à nos travailleurs un traitement équitable et pour retrouver notre héritage grâce au grand retour industriel de l'Amérique. Et je crois que nous sommes à l'aube de ce grand retour industriel américain. Parce que l'innovation, c'est ce qui augmente les salaires. C'est ce qui protège notre territoire. Et je sais que nous avons ici beaucoup d'entreprises de technologie de défense. C'est ce qui sauve des vies sur le champ de bataille. Et je sais que tout le monde ici est largement d'accord. C'est pourquoi nous avons certains des plus grands inventeurs et penseurs dans les domaines de l'énergie, de l'usinage de précision et d'innombrables industries critiques à haute valeur ajoutée, rien que dans cette salle. Et je pense que l'autre chose qui vous unit tous, c'est que vous êtes des bâtisseurs. Et j'utilise ce mot à dessein. J'ai été très touché par le manifeste de Marc il y a quelques années, qui disait que l'Amérique est une nation de bâtisseurs. Nous fabriquons des choses. Nous créons des choses. Chacun d'entre vous est venu à ce sommet non pas parce que vous avez développé une application éphémère, mais parce que vous construisez quelque chose de très concret. Vous érigez de nouvelles usines, vous réinvestissez vos profits dans la R&D et vous créez de nouveaux emplois bien rémunérés pour vos concitoyens américains. Et c'est pourquoi je suis un si grand admirateur de votre travail, de celui de Ben, de Marc et de toute cette entreprise. Et ce que nous reconnaissons maintenant, dans notre administration, c'est qu'il est temps d'aligner nos intérêts sur les vôtres. Il est temps d'aligner les intérêts de nos entreprises technologiques sur ceux des États-Unis dans leur ensemble. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, à sa manière,
a répondu à cet appel. Après tout, rien ne vous oblige à être dans cette salle aujourd'hui. Chacun d'entre vous aurait pu installer son siège social en Asie du Sud-Est ou en Chine, j'en suis sûr, et vous vous en seriez très bien sorti financièrement. Mais vous êtes ici, j'espère, parce que vous aimez votre pays. Vous aimez son peuple, les opportunités qu'il vous a offertes, et vous reconnaissez que construire des choses, notre capacité à créer de nouvelles innovations dans l'économie, ne peut pas être une course vers le bas. L'Amérique ne va pas gagner l'avenir en supprimant les lois sur le travail des enfants ou en payant nos travailleurs moins que les ouvriers chinois ou vietnamiens. Nous ne voulons pas de cela, et ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous ne pouvons gagner qu'en faisant ce que nous avons toujours fait, protéger nos travailleurs, soutenir nos innovateurs et faire les deux en même temps. Je vais donc aborder quelques points concrets ici. Le grand plan de l'administration Trump pour relancer le retour en force de la fabrication américaine est simple. Vous fabriquez des choses nouvelles et intéressantes ici en Amérique? Parfait. Alors nous allons réduire vos impôts, nous allons supprimer des réglementations, nous allons baisser le coût de l'énergie pour que vous puissiez construire. Notre objectif est d'encourager l'investissement à l'intérieur de nos frontières, dans nos propres entreprises, nos propres travailleurs et notre propre innovation. Nous ne voulons pas que les gens recherchent une main-d'œuvre bon marché. Nous voulons qu'ils investissent et construisent ici même, aux États-Unis d'Amérique. Et donc, si vous me le permettez, j'aimerais parler de quelques façons dont l'administration Trump poursuit déjà une économie pro-innovation qui permet à nos travailleurs de prospérer et à nos entreprises de surpasser leurs concurrents étrangers. En bref, une économie résolument axée sur l'Amérique d'abord, qui sert les Américains de tous horizons et de tout type. Tout d'abord, le président Trump commence par réorganiser sérieusement notre régime commercial et tarifaire à l'international. Nous croyons que les tarifs douaniers sont un outil nécessaire pour protéger nos emplois et nos industries contre d'autres pays, ainsi que la valeur du travail de nos travailleurs dans un marché mondialisé. En fait, combinés à la bonne technologie, ils nous permettent de ramener des emplois aux États-Unis et de créer les emplois de l'avenir. Prenez, par exemple, l'industrie automobile au cours des derniers mois. Lorsque vous érigez un mur tarifaire autour d'une industrie critique, comme la fabrication automobile, et que vous combinez cela avec une robotique avancée, des coûts énergétiques plus bas et d'autres outils qui augmentent la productivité de la main-d'œuvre américaine, vous donnez aux travailleurs américains un effet multiplicateur. Cela permet aux entreprises de fabriquer ici à un prix compétitif. Notre président comprend cela. C'est pourquoi, le mois dernier, nous avons enregistré 9000 nouveaux emplois dans l'automobile après de nombreuses années de stagnation, voire de déclin, dans ce secteur. C'est pourquoi, en quelques semaines seulement, nous avons déjà de nouvelles annonces de production de la part de Honda, Hyundai et Stellantis, représentant des milliards de dollars et des milliers d'emplois supplémentaires, en plus de ceux déjà créés. Cela demande du travail. Cela a nécessité, lors du premier mandat du président, la dénonciation de l'ALENA et la création d'un nouvel accord américain pour les fabricants nord-américains. Mais c'est un travail important, et nous allons le faire. Ensuite, tout cela explique pourquoi le président aborde la question de l'immigration illégale avec autant de détermination. Car il sait que la main-d'œuvre bon marché ne peut pas remplacer les gains de productivité liés à l'innovation économique. Nous avons donc intensifié la lutte contre l'immigration illégale à la frontière, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le mois dernier, les traversées de migrants ont chuté de 94%, atteignant leur niveau le plus bas de tous les temps, et cela en seulement 2 mois de contrôle strict des frontières. Grâce au leadership du président Trump, le mois dernier, pour la première fois depuis plus d'1 an, la majorité des créations d'emplois ont profité à des citoyens américains nés sur le sol américain. Et c'est important. Pour la première fois depuis plus d'1 an, la majorité des créations d'emplois ont réellement profité aux citoyens américains. Troisièmement, cette administration se concentre sur la réduction des coûts des intrants pour nos fabricants et pour tous les autres. Atteindre l'abondance énergétique, et je sais que Doug Burgum était ici plus tôt et sera de retour plus tard, est une priorité absolue, car lorsque nous examinons certaines des applications les plus excitantes des nouvelles technologies, nous réalisons qu'il faudra beaucoup d'énergie pour les faire fonctionner. Nous sommes ravis d'accueillir cette semaine nos amis des Émirats arabes unis, plusieurs dirigeants d'entreprises et responsables gouvernementaux, pour des réunions avec notre gouvernement. Et l'une des choses qu'ils soulignent constamment, et que malheureusement trop peu de nos alliés européens comprennent, c'est que si vous voulez être à la pointe de l'intelligence artificielle, vous devez être à la pointe de la production d'énergie. Nous allons donc montrer la voie, et nous allons mener par l'exemple. La bonne nouvelle, c'est que nous voyons déjà des signes de progrès, même après seulement quelques mois. Les prix du gazole et de l'essence baissent. Le coût du baril de pétrole brut américain a considérablement diminué. Et mercredi dernier,
L'administration a pris des mesures importantes pour rendre l'énergie encore moins chère et libérer nos entreprises des réglementations environnementales étouffantes. C'est formidable, mais bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire au cours des 4 prochaines années. L'élaboration d'une réforme fiscale adaptée est particulièrement cruciale pour vous tous et pour tous vos travailleurs. Nous savons à quel point il est important de rétablir l'amortissement accéléré à 100% pour les investissements en capital, ainsi que la déductibilité intégrale des dépenses de R&D. Encore une fois, nous voulons que les gens investissent en Amérique, et nous allons nous assurer que le code fiscal reflète cette priorité. Pour capitaliser sur le succès de la loi fiscale initiale, c'est-à-dire celle de la première administration du président, notre administration travaille à élargir certaines dispositions essentielles à la base industrielle, comme l'extension de la déductibilité intégrale pour couvrir la construction d'usines. Pour les propriétaires d'entreprises, y compris les fabricants, rendre permanentes les réductions d'impôts de 2017 apportera une plus grande confiance et une prévisibilité pour investir dans de nouvelles technologies et équipements, embaucher davantage de travailleurs américains et développer toutes vos entreprises. Nous avons encore beaucoup à faire, mais le pays commence déjà à voir les retombées du programme économique audacieux de cette administration. Pour les producteurs comme pour les consommateurs, l'inflation commence enfin à baisser. L'indice des prix à la consommation, IPC, de base a atteint la semaine dernière son niveau le plus bas depuis avril 2021. Et en ce qui concerne le marché du travail, le rapport sur l'emploi du mois dernier a montré un revirement spectaculaire. 10 000 nouveaux emplois manufacturiers ont été créés, alors que l'année précédente, nous avions perdu plus de 100 000 emplois dans ce secteur. Comme vous l'avez peut-être entendu dire par le président, en moins de 2 mois depuis son entrée en fonction, il a déjà sécurisé plus de 1 700 milliards de dollars de nouveaux investissements à travers les États-Unis. Cela représente des centaines de milliers de nouveaux emplois dans la fabrication, l'IA, d'autres secteurs technologiques de pointe, et bien plus encore. Nous pensons donc qu'il y a beaucoup de raisons de se réjouir. Nous sommes enthousiasmés par ces avancées, et nous espérons que vous l'êtes aussi. Mais le principe fondamental, l'objectif central de la politique économique du président Trump, je pense, de défaire 40 ans de politique économique ratée dans ce pays. Pendant trop longtemps, nous nous sommes accrochés à la main-d'œuvre bon marché, à la fois à l'étranger et en l'important dans notre propre pays, et nous sommes devenus paresseux. Nous avons surréglementé nos industries au lieu de les soutenir. Nous avons surtaxé nos innovateurs au lieu de leur faciliter la tâche pour construire leurs grandes entreprises. Et nous avons rendu beaucoup trop difficile la construction et l'investissement aux États-Unis d'Amérique. Cela s'est arrêté il y a 2 mois, et cela continuera de s'arrêter, tout en continuant à lutter pour les travailleurs américains et les entreprises américaines qui les embauchent et les soutiennent. Je tiens donc à vous remercier tous pour 2 choses. Premièrement, je veux vous remercier tous pour ce que vous faites. Encore une fois, vous auriez pu choisir la voie facile. Chaque personne dans cette salle, comme le dirait le président, a un QI très élevé. Vous êtes parmi les personnes les plus talentueuses des États-Unis d'Amérique. Vous avez choisi de construire une entreprise ici même, aux États-Unis d'Amérique, et pour cela, je vous suis reconnaissant. Mais la deuxième chose que je veux dire, c'est que je pense que vous ne construisez pas seulement votre propre entreprise. Je pense que vous faites partie d'une grande renaissance industrielle américaine. Que ce soit la guerre du futur, les emplois du futur, la prospérité économique du futur, nous croyons que nous devons les construire ici même, aux États-Unis d'Amérique. Alors merci à tous de construire. Merci à tous de construire en Amérique, et merci à tous de construire le genre de société dans laquelle je veux élever mes enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Merci de m'avoir accueilli. Le discours de J.D. Vance lors du sommet sur le dynamisme américain offre une réflexion profonde sur les défis et les opportunités qui façonnent l'avenir économique des États-Unis. Au-delà des politiques spécifiques évoquées, ces propos révèlent des leçons précieuses qui peuvent inspirer chacun d'entre nous à viser l'excellence dans notre vie personnelle et professionnelle. Tout d'abord, Vance souligne l'importance de l'innovation comme moteur de progrès. Il rappelle que les avancées technologiques, loin de simplement remplacer les emplois, ont le potentiel de les transformer et de les valoriser. Cette idée nous invite à adopter une mentalité proactive face au changement. Plutôt que de craindre l'inconnu, nous devrions chercher à comprendre et à maîtriser les nouvelles technologies pour en tirer le meilleur parti. Dans nos carrières, cela signifie être constamment en quête de nouvelles compétences et rester ouvert aux opportunités qui émergent des disruptions technologiques. Ensuite, Vance met en lumière la nécessité de préserver et de renforcer notre identité collective.
Il évoque la perte de sens et d'identité que ressentent les travailleurs lorsque leurs emplois disparaissent ou sont délocalisés. Cela nous rappelle que, dans notre vie professionnelle, il est crucial de trouver un équilibre entre la recherche de réussite matérielle et la quête de sens. Travailler dans un domaine qui nous passionne, qui contribue à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, peut transformer notre quotidien et nous donner une raison de nous lever chaque matin avec enthousiasme. Un autre point clé de son discours est l'importance de l'investissement dans l'avenir. Que ce soit à travers des réformes fiscales favorables aux entreprises ou des politiques énergétiques visant à réduire les coûts, Vance insiste sur la nécessité de créer un environnement propice à la croissance. Dans notre vie personnelle, cela se traduit par l'importance d'investir en nous-mêmes, dans notre éducation, notre santé et notre bien-être. Ces investissements, bien qu'ils puissent sembler coûteux à court terme, sont essentiels pour bâtir une fondation solide qui nous permettra de prospérer à long terme. Enfin, Vance rappelle que la réussite ne se fait pas en solitaire. Il évoque la collaboration entre les innovateurs, les travailleurs et le gouvernement pour créer une économie dynamique. Cela nous enseigne que, dans notre vie professionnelle, le réseautage, la collaboration et le soutien mutuel sont des éléments clés pour atteindre l'excellence. Personne ne réussit seul, et c'est en s'entourant des bonnes personnes et en partageant nos connaissances que nous pouvons atteindre des sommets. En conclusion, le discours de J.D. Vance nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans un monde en constante évolution. Comment pouvons-nous, à notre échelle, contribuer à une société plus innovante et plus solidaire? Et comment pouvons-nous transformer les défis en opportunités pour grandir, tant sur le plan personnel que professionnel? Je vous invite à partager vos réflexions en commentaire. Comment voyez-vous l'impact des nouvelles technologies sur votre secteur d'activité? Quelles mesures concrètes pourriez-vous prendre pour investir davantage dans votre développement personnel et professionnel? Merci à tous pour votre engagement et vos partages d'idées. Votre contribution enrichit toujours nos discussions. À très bientôt.